Jean-Claude, nous remercions Jean-Claude d'avoir accepté de braver la tempête aujourd'hui et de venir nous raconter cette merveilleuse histoire. Voilà. Voilà, mais écoute, on t'écoute. Voilà, bon, alors écoutez-moi. Donc à l'époque, j'étais un vrai pêcheur, parce que maintenant je suis à la retraite et j'ai une barquette de 8 mètres, maintenant, dans le port de Son. Mais à l'époque, j'avais un chalutier qui est là, un chalutier de 25 mètres avec 1000 chevaux à bord et 5 hommes d'équipage. Et le chalut est un filet qu'on traîne sur le fond de la mer et qui ramasse tout ce qui s'y trouve, hein, des pierres, du poisson bien sûr, des bombes, des mines, enfin tout ce qui est au fond de la mer. Et ce jour-là, c'était le 7 septembre 1998, mon bateau était amarré au port de Somati, à côté de l'Estac, où il y a la criée. Et on part de l'Estac et on va pour travailler du côté de Riou, au large des Calanques. Donc je pars du port de Somati avec mon bateau et mon équipage, on était 5 hommes à bord, pour travailler au large des Calanques, à l'île de Riou. C'est un endroit où je travaillais très souvent parce que c'est un endroit magnifique que j'adore aussi. Et puis il y a du poisson, du beau poisson. Par contre, les fonds sont très mauvais, très scabreux. Et la météo était mauvaise, ils annonçaient de très fortes pluies, un temps un peu comme aujourd'hui, des orages terribles, et après orientation Mistral. Donc on fait route de Somati, et on arrive à Riou, et à peu près 1h30 de route, et on largue le chalut au pied de Riou, aux Impériaux qu'on appelle, c'est carrément au pied de Riou. Il y a 85 mètres de fond, c'est assez profond. Et on commence à tirer le filet entre Riou, Cassis, Sormiou. On traîne pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, on met le chalut à bord, on vide la poche sur le pont, et l'équipage se met à trier le poisson. Il n'y a pas grand-chose comme poisson. J'ai dit à mon équipage, j'ai dit les gars, on va faire un deuxième coup de chalut un peu plus long. Après, quand le mauvais se mettra, on rentrera au port. Et on remet encore le chalut à l'eau au pied de Riou, et là on traîne pendant 3 heures. Riou, Cassis, Sormiou, pendant 3 heures, on parcourt 20 km en traînant le filet. Au bout de ces 3 heures, il tombait un putain d'orage comme j'ai rarement vu. Il tombait des trombes d'eau, mais on ne voyait pas à 10 mètres de vent tellement qu'il pleuvait fort. On met le chalut à bord, il n'y avait plus aucun appareil qui marchait, le radar on ne voyait plus rien tellement qu'il pleuvait, c'était incroyable. On met le chalut à bord, on vide la poche sur le pont, je pars en courant pour voir ce qu'il y avait parce que je n'avais pas de ciré. Et je vais vite à la passerelle, j'embraye, je fais route pour rentrer au port. Et l'équipage se met à trier le poisson, sous la pluie. 2 heures après, mon second, qui est tunisien, qui s'appelle Habib, vient me rejoindre dans la passerelle, il me dit « Jean-Claude, j'ai trouvé une gourmette. » Ah bon, je dis « Elle est en or ?» Je dis « C'est en or, on a gagné la journée. » Il me dit « Non, il est en argent, il y a quelque chose de marqué dessus. » Il me dit « Mais je ne vois pas ce que c'est. » La fameuse gourmette, là voilà. Et il m'explique que cette gourmette, là, elle est toute nettoyée. Hein, là, c'était tout noir. On voyait qu'il y avait quelque chose d'écrit, mais on ne voyait pas ce que c'était. Et il me dit qu'elle était insérée dans un paquet de concrétion, un dépôt calcaire. Et il n'y avait que ce petit maillon qui dépassait de la concrétion, qui en frottant sur le fond de la mer, ça a brillé, malgré qu'il n'y ait pas de soleil, ça a brillé. Il a vu que ça a brillé, il a mis la concrétion de côté. Quand il a fini son boulot, il a pris la concrétion, à coup de marteau, il a cassé. Et dedans, il trouve cette gourmette en argent. Il voit qu'elle est en argent, il la fout dans la poche. Donc il vient me rejoindre dans la passerelle, et j'ai dit, où est la gourmette? Il me dit, elle est là. Il me tend la gourmette, et comme c'était noir, je la prends, je mouille mon doigt, puis je frotte. Et là, je vois marquer Antoine. Alors je me tourne vers Habib, j'ai dit, le con qu'il a perdu, il s'appelle Antoine. J'ai dit, tous les Antoine, c'est des cons, ils perdent tout, je lui dis. Je me suis permis de dire ça parce que c'est mon deuxième prénom, c'est pour ça. Et puis la curiosité me pousse, Antoine comment? Je remouille, je frotte encore, et là apparaît de Saint-Exupéry. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Et je suis d'autant plus étonné qu'un an et demi auparavant, on m'avait loué mon chalutier pour remonter des morceaux d'avion en baie de la Ciotat, pensant que ce serait bien Saint-Exupéry, un an et demi avant. Là, je ne comprenais plus, j'ai Sormiou, la Ciotat, dans ma tête, tout s'embrouillait. Alors, je me fais amener un Spontex, un truc qui nettoie les casseroles, et je nettoie la gourmette. Et là, je vois Antoine Saint-Exupéry, entre parenthèses à côté, Consuelo. J'ai su plus tard que c'était sa femme, mais sur le moment, je ne savais pas. Dessous, Reynald et Hitchcock, 386, 4e avenue, New York City, USA. Reynald et Hitchcock, j'ai su plus tard que c'était les éditeurs du Petit Prince. C'est eux qui avaient offert ce gourmette à Saint-Exupéry en 1943 quand il a écrit Le Petit Prince.
Quand j'ai vu tout ça et que j'ai vu dans quel état était la gourmette, je me tourne vers Habib, je dis Habib, on a fait un coup de chalut formidable. Il me dit pourquoi? Je dis on a retrouvé la gourmette, c'est Saint-Exupéry. Et là il me dit, mais qui c'est celui-là? Je savais qu'il y aurait plus que lui, hein, parce qu'un pseudo je ne connaissais pas, bon, Saint-Exupéry, je savais qu'il avait écrit Le Petit Prince, et que c'était un héros d'aéropostale avec Mermoz et Guillaumet. Je ne savais pas plus. Bon. On me fait route, on rentre au port, et j'ai dit à mon équipage, les gars, ne parlons pas de la découverte, tant qu'on n'est pas sûr officiellement que c'est bien la sienne, qu'on ne passe pas pour des rigolos. Quand on le saura, ben après, ça va. On la gourmette à la poche et je m'en vais. Ben, faites circuler si vous voulez. Et à l'époque, j'habitais chez ma copine, j'avais ma maison en réparation. Et le soir, j'arrive chez elle, je dis, tiens, voilà ce que j'ai trouvé. Et je balance la gourmette sur la table du salon. Oh, elle me dit, ça alors? Elle me dit, comment tu as fait? Alors j'explique. Et au bout d'un moment, elle me dit, qu'est-ce que tu vas me faire? Je dis, je l'offre à Martin, l'aîné de mes petits-enfants. Ma copine m'a dit, tu es fou, à Martin? Elle m'a dit, mais réfléchis un peu, c'est Exupéry, ça fait 60 ans qu'on le cherche. Il est disparu, il m'a dit, mais réfléchis. Alors je dis, c'est moi pas si, je vais réfléchir. Non, mais ça aide. Alors, je vois même pas si, c'était 9h du soir, depuis le matin 4h que j'étais à la mer, j'avais mérité quand même. Je vois même pas si. Et c'était l'époque où était sorti le film Le Titanic. Et j'avais lu dans un bouquin, un journal, que le propriétaire de l'épave du Titanic était devenu très riche suite au tournage du film. Et moi, au bout du deuxième pastis, je commençais à me faire un cinéma moi aussi. Je me disais, on a trouvé la gourmette, on va trouver l'avion, on va faire un film, et je voyais des dollars tomber de partout. Et je vous dis, ils ne sont pas tombés les dollars, je vous le dis tout de suite. Et j'avais les coordonnées d'un monsieur qui est décédé il y a 3 ans et demi de ça, qui s'appelait Henri Germain Deloze, qui était le PDG de la Comex. La Comex est une boîte internationale de plongée sous-marine, ils sont équipés en matériel de plongée imaginable, ils ont 2 bateaux hyper sophistiqués. Donc j'avais ses coordonnées téléphoniques, parce que monsieur était un fou d'archéologie sous-marine. Un de ses matelots m'avait dit, si des fois tu trouves des amphores ou des trucs comme ça, téléphone à mon patron. Et donc le soir à 9h du soir, j'appelle monsieur Deloze, que je connaissais de nom, mais je ne connaissais pas. Et là, il me dit, oui, il me dit, que puis-je pour vous? J'ai dit, écoutez, moi j'ai trouvé un truc qui peut vous intéresser. Ah bon, il me dit, qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé la gourmette de Saint-Exupéry. Si là, il se téléphone d'un seul coup. Moi, il me dit, c'est un canular, il me fait. J'ai dit, non. Et je lui explique. Ah, il me dit, mais c'est une histoire de fou, ça, il m'a dit. Dans l'immensité de la mer, c'est grand la mer, je ne sais pas si vous voyez. Un truc comme ça qui rentre dans votre filet et tout, il me dit, mais c'est une histoire de fou. Au bout d'un moment, il me dit, monsieur Bianco, si c'est vraiment la sienne, on va être invité à boire le champagne chez Chirac, il me dit. Comment ça? Ah ben j'ai dit, tant mieux. Il me dit, on peut se voir demain matin? Il dit, oui. Le demain matin, je me pointe à la Comex, qui est à Mazars, à la Comex. Avec ma gourmette, j'ai mis la gourmette sur le bureau. Le père Deloze, on aurait dit un gosse devant un sapin de Noël. Il prenait ce gourmette, il la regardait dans tous les sens et tout. Mais c'est pas possible, il parlait tout seul, le mec. Et moi, je le regardais. Au bout d'un moment, il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, écoutez, moi, je vous amène sur les lieux approximatifs où je l'ai trouvé, parce que l'endroit pile, j'avais parcouru 20 km. Hein. L'endroit exact, je ne savais pas, mais en fait, je savais où j'étais passé avec le bateau. Je vous amène là, puis avec vos sonars et tous vos appareils électroniques, vous cherchez l'avion. Si vous trouvez l'avion, s'il y a des retombées médiatiques ou financières ou quoi que ce soit, j'ai dit, on fait moitié-moitié. Il me dit, OK. Et nous voilà partis à la recherche de l'avion de Saint-Exupéry. Alors Deloze me dit, n'en parlons pas de la découverte. Tant qu'on n'a pas trouvé l'avion, autrement on va avoir tous les médias de France et de Navarre sur le dos, et on ne pourra pas chercher. Il me dit, dès qu'on a trouvé l'avion, on déclare tout. J'ai dit, OK. Mais nous pensions en avoir pour 1 mois, 2 mois pour trouver l'avion. On a mis 4 ans et demi. 4 ans et demi, ouais. Et Deloze, il cherchait tous les jours avec son sonar, il ratissait la mer entre Cassis, La Ciotat, Sormiou, tout ça, des journées entières, rien. Tous les soirs, on se téléphonait, rien. Au bout d'1 mois et demi, je pars en vacances en Tunisie, chez Habib, là-bas, à Monastir, pour passer 15 jours de vacances là-bas. Au bout de 3 jours que j'arrive à Monastir, mon frère me téléphone, il me dit, il y a un bordel à Marseille, pas possible. Il me dit, l'histoire de la gourmette est sortie dans les journaux. Il me dit, il y a 40 journalistes qui veulent t'interviewer. J'écoute, on m'a dit là que je suis en vacances, quand je rentrerai, on verra. Et là, il me dit, non, mais putain, mais ils sont déchaînés.
Mon téléphone n'arrête pas de sonner, je ne réponds pas. Et voilà qu'au bout d'un moment, je vois un appel de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Je dis, putain, qu'est-ce que c'est? C'est le chef de cabinet du préfet qui me téléphone et qui me dit, je veux la gourmette demain aux affaires maritimes. Je dis, monsieur, je suis à Monastir, je suis en Tunisie. Quand je rentrerai, je vous l'amènerai. En plus, je l'avais laissé à Deleuze, moi, pour qu'il la nettoie, il faut traiter les choses qui restent longtemps à la mer, il faut les traiter pour pas qu'ils s'abîment. Il était dans le coffre de Deleuze, la gourmette. Le chef de cabinet me dit, je veux la gourmette demain, je vous envoie les gendarmes. Il me fait, ah, si vous me parlez si gentiment, je vais essayer de venir. Qu'est-ce que vous voulez faire? On trouve 2 billets d'avion au pied levé comme ça. Pas évident. Enfin bon, le lendemain soir, j'arrive à Marseille, on remet la gourmette aux affaires maritimes, on me fait un reçu comme quoi je suis le découvreur, puis j'entends parler de plus rien. Et moi, ça passe. Et un copain me dit, tu devrais acheter le journal Science et Vie. Vous connaissez le journal Science et Vie? Quand je dis le journal, je veux dire le torchon. Alors, je vais acheter le journal en question. Et là, je vois sur la couverture l'affaire de la fosse gourmette. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Je lis l'article qui est à l'intérieur, un article de 4 pages, pas un entrefilé. Et j'apprends que la gourmette a été remise aux héritiers de Saint-Exupéry. C'est la famille de Giraud-Daguet qui sont ses neveux et petits-neveux. On leur a remis sans qu'on me demande quoi que ce soit, et les héritiers mettent en doute l'authenticité de la gourmette. Ils disaient comme ça, oui, on ne connaissait pas de gourmette à notre nom, que c'est de la fabulation, c'est ci, c'est là. Et puis dans l'article, un article de 4 pages, on me traite de petit pêcheur de sardines, de figure de la cannebière, enfin de Marseillais menteur, quoi. Alors là, comme on dit à Marseille, je commence à avoir les boules sérieusement. J'ai dit, ils m'ont baisé les vacances, j'ai rien dit. Ça m'a coûté 2 billets d'avion, j'ai rien dit. Et maintenant, ils me font passer pour un menteur, ça ne va plus. Alors, je vais voir un avocat, puis je dis, maître, écrivez aux héritiers de Saint-Exupéry. Et donc, celui qui représentait la famille à l'époque a été l'ancien président d'ici, là, monsieur Daguet. C'est d'ailleurs ici que c'est comme ça que j'ai connu le musée, par rapport à lui. Enfin, on va passer. Et donc mon avocat écrit aux héritiers en disant, si vous pensez que la gourmette est fausse, vous la rendez à M. Bianco, elle est à moi si elle est fausse. Et si elle est vraie, vous le dites. Parce que dans Marseille, les gens me disaient, tu n'es plus pêcheur, tu es bijoutier, tu fabriques des gourmettes. Oui, non, mais oui, un petit peu d'abord, le genre de rigolade, un peu c'est rigolo, mais après... Alors ça va, donc mon avocat écrit tout, et les héritiers ne me répondent pas. Ils ne même pas me répondre. Alors au bout d'un moment, je dis, ben maître, attaquer une diffamation. L'avocat me dit d'accord. Il se passe encore pas mal de temps. Puis il me téléphone, il me dit, venez me voir. Je vais voir l'avocat, il m'a dit, monsieur Bianco, je vous rends le dossier, il m'a dit, parce que c'est des gens trop costauds. Il me dit, ils ont des entrées à Matignon, à l'Élysée, c'est des francs-maçons, c'est ci, c'est là. Enfin, il me dit, je vous rends le dossier. Je dis, combien je vous dois? Il me dit rien. Quand l'avocat il dit rien, quand il me dit rien, c'est que ça va mal. Je reprends mon dossier, et je rentre à la maison, je dis à ma copine, comment je vais faire? Je vais voir maître Vergès à Paris. À l'époque, il y avait Vergès qui défendait les causes. Ma copine me dit, tu es fou, Vergès, ça va te coûter la peau des fesses et tout. Elle me dit, tiens, maître Collard à Marseille, il me dit, au revoir Collard. J'ai téléphone pour mon rendez-vous. Le téléphone, j'ai rendez-vous le lendemain chez Collard. Il est à la rue Paradis, je vais voir Collard. Ah, vous voulez me voir? Il me dit, comme si c'était le bon Dieu. Alors, j'explique tout. Je dis, vous savez, je sais que vous êtes un grand avocat, donc vous devez être cher. Moi, je suis un pauvre pêcheur, je suis fauché. Parce que pêcheur, mais pas con. Alors, j'ai dit, si vous me faites gagner du pognon, vous êtes à la commission, autrement, il n'y a rien. Non, mais ce n'est pas la question d'argent entre nous. Il me dit, pas c'est vous. Grand seigneur, ça va. On va passer quoi là, parce qu'il a été zéro, il n'a rien fait. Et on cherche toujours, avec la commerce, on cherche, on ne trouve pas. Et dans tous les journaux du monde entier, cette histoire fait le tour du monde. J'ai des coupures de journaux du New York Times, du Senkei à Tokyo, de la Pravda à Moscou. Les journaux du monde entier parlent de cette affaire où je passe pour un menteur. Et moi, à l'époque, j'ai fumé un paquet de gitanes par jour. Là, j'arrive à 3 paquets de gitanes. Les pastilles, je ne les vois plus, je les croque.
de voir tout ça dans les journaux et de ne pas pouvoir se défendre et tout, ça me mine, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point, parce que bon, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et puis j'ai une figure aussi. Et je ne sais plus comment faire, et je me ronge. Et je cherche toujours, on ne trouve pas. Les années passent et les années passent, et on est presque arrivé en 2002-2003 par là. Et là, il y a un plongeur de métier qui s'appelle Luc Vanrel, dont le père était corailleur. Le père a dit à Luc, tu devrais plonger au pied de Rioux, où j'avais largué mon chalut carrément au pied. Je connais des morceaux d'avion, va voir si toutefois ce ne serait pas ça. Donc Luc plonge à 85 mètres de fond. Il faut y aller quand même. Hein. Et quand il arrive là, effectivement, il trouve un train d'atterrissage, il divers morceaux d'avion éparpillés. Il prend des photos, parce que la famille Daguet nous interdisait de remonter quoi que ce soit, et nous traitait de profanateurs de sépulture, enfin, tout le nom d'oiseaux. Luc prend des photos, c'est le début d'Internet, il envoie ses photos aux États-Unis chez un ancien pilote qui pilotait les mêmes avions que Syntex, et le pilote américain il répond par Internet, oui, ça correspond tout à fait au train d'atterrissage du Lightning P-38, donc l'avion Saint-Exupéry. À ce moment-là, Luc est pratiquement sûr d'avoir trouvé l'avion, donc il téléphone à la famille Daguet, aux neveux, aux héritiers, en disant, monsieur, je crois que j'ai trouvé l'avion de votre oncle. Les héritiers l'envoyaient promener en disant, oh, vous aussi, vous faites partie de la bande des Marseillais, parce que Delos et moi, on était la bande des Marseillais, on était la mafia, quoi. Et Luc, comme un con, il ne sait plus quoi faire. Alors il vient nous voir, Delos et moi, il nous dit, les gars, je crois que j'ai trouvé l'avion. Et là, on se met tous ensemble, donc Luc Vanrel, Delos, moi, Philippe Castellano, l'historien de l'aviation, qui nous a permis de retrouver les numéros de châssis. Et on demande une autorisation au gouvernement de pouvoir remonter les morceaux pour les expertiser, Et après des mois et des mois et des mois, on a l'autorisation, on remonte les morceaux, on les met dans un bain d'acide, on les décape. Et là, on a un cul comme ça, sur un longeron, on trouve le numéro de châssis de l'avion de Saint-Exupéry. On est arrivé en 2004. Donc ça fait 4 ans et des poussières. Et le jour où on m'a dit ça, dans ma vie j'ai rarement pleuré, mais ce soir-là, croyez-moi que c'était la fontaine. Hein. J'étais dans un état, vous ne pouvez pas savoir. Donc mon honneur était sauf, moi c'est tout ce qui m'importait. Après, Luc a continué à faire des recherches, il a trouvé un moteur d'avion, pensant que c'était celui de Saint-Exupéry. Puis non, c'était en fait un moteur d'avion allemand, Messerschmitt, et avec ce moteur, il le remontait jusqu'au gars qui le pilotait, qui était un prince allemand. Et de là, on faisait une enquête en Allemagne pour savoir comment la mort du prince s'était passée, etc. On a retrouvé le pilote qui a battu Saint-Exupéry, le 31 juillet 1944. Donc, d'un coup de chalut, on a su comment Saint-Exupéry est mort, où il est mort et qui l'a tué. Voilà. Alors, vous allez me dire pourquoi les héritiers ne voulaient pas qu'on trouve. Parce qu'il touchait en 98, il touchait, je vous parle en centimes de francs, hein, il touchait 1,8 milliard par an de droits d'auteur que sur le Petit Prince. 1,8 milliard par an. Ça fait du pognon, ça. Hein. Comme Saint-Exupéry était porté disparu, quand vous êtes porté disparu, votre mort officielle commence 10 ans après votre disparition. Ce qui veut dire que les droits d'auteur du Petit Prince, avant que ça tombe dans le domaine public, ils gagnaient 10 ans de plus. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas qu'on retrouve l'avion. Voilà, c'est une question de pognon. Voilà. Merci. Voilà, donc j'ai tellement entendu de bêtises sur cette affaire que j'ai fait écrire un livre, comme Evelyne vous l'a dit. Ah, c'est un monsieur qui a de très bonnes plumes qui l'a écrit. Et bon, en plus, je veux dire par là, il a recherché tout ce que je lui ai raconté pour savoir si c'était exact, etc., avant d'écrire. Je vous en prie. C'est à partir du moment donc on a retrouvé, c'était le prince allemand qui dit avoir abattu la ville de Saint-Exupéry. À partir de là, il y a eu des procédures qui se sont mises. Non. Qui a pris votre défense, qui a essayé de... Rien du tout, que dalle. Moi, ils m'ont filé la Légion d'honneur, c'est tout ce qu'ils ont fait. Ah bon? Oui. Vous n'avez rien reçu? Pas une centime, que dalle. Non. Ben, c'est-à-dire, la gourmette revenait aux héritiers, en fait. Si vous perdez votre portefeuille aujourd'hui, qu'on le trouve dans 60 ans, ce sont vos héritiers qui en hériteront. Alors, si vous voulez me dire merci, ils me disaient merci. Mais ils ont été loin de me dire merci, parce qu'ils m'ont fait passer pour un menteur. Ils ont failli me faire mourir. Ouais.
Parce que le Petit Prince est traduit en, je crois, 140 ou 150 langues et dialectes. Hein. Il est traduit en esquimau, il est traduit en provençal, en breton. C'est l'ouvrage le plus traduit dans le monde. C'est le Petit Prince, c'est ce qui se vend le mieux après la Bible. Voilà les photos. Bon, là, je suis sur mon bateau. Là, c'est quand on met de la poche de poisson sur l'arrière du bateau. Et on aurait pu imaginer qu'on vous dégommage de tout ce travail que vous avez pendant 4 ans, vous avez ratissé, que dalle, vous n'avez jamais baissé les bras. Que dalle. Ah non, ouais, mais c'est surtout ça. Croyez-moi que j'ai ramé pendant 4 ans. Hein. Vous n'avez jamais baissé les bras. Et grâce à vous, quand même, il y a un trésor archéologique qui est ressorti. Ouais. Alors là, c'est la copie de la gourmette. Elle est au musée du Vieux-Marseille. Il y a une exposition sur le Vieux-Marseille et sur les découvertes archéologiques, parce que c'est les 50 ans du Drasme. Et là, elle est exposée en bas. Je suis allé la voir l'autre fois d'ailleurs. C'est la copie. C'est la copie, ouais. L'autre, elle est au musée de l'espace à Paris, au Bourget. Voilà, ça, c'est la photo de la gourmette. Ça, c'est ma tête quand j'arrive de Tunisie, dans Paris Match. En plus, je vais vous dire, j'avais mangé la salade de mes chouillas, là-bas, j'avais le feu au cul, c'est le cas de le dire. Ça c'est la une de la Provence. Quand on a retrouvé l'avion, 4 ans et demi après, ça, c'est les numéros qui ont permis d'identifier l'avion. On vous a fait des excuses publiques dans les journaux ? Alors, la famille Daguet m'a fait des excuses, peut-être 3 ans après avoir trouvé la gourmette. À Paris, ils avaient réuni tous les représentants de Saint-Exupéry du monde entier. Il y avait les Coréens, les Brésiliens, il y avait 400 personnes dans un grand truc à Paris. Et le dernier survivant de l'escadrille de Saint-Exupéry était présent. C'était un monsieur qui avait 86, 87 ans à l'époque. Et quand on a dit, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser, il y avait 400 personnes à peu près. Ce monsieur, il a levé le doigt, et puis voilà, il est le dernier représentant de l'escadrille de Saint-Exupéry, et je voudrais, en mon nom et au nom de mes camarades, vous faire des excuses pour ne pas vous avoir pris dès le départ. Et là-dessus, le frère de Frédéric Daguet, il a dit, il n'a pas pu faire autrement. Il a dit, la famille Daguet aussi s'excuse, mais ça a été tiré par les oreilles. Voilà. Alors ça, c'est la fameuse gourmette, les numéros de l'avion. Là, vous avez l'avion de Syntex, vous voyez, un avion à 2 queues. Et Maître Collard, vous en avez fait aussi des excuses, alors ? Que dalle, rien fait du tout. Ça, c'est Henri Germain Deloz, le PDG de la Comex. Philippe Castellano, l'historien de l'aviation. Luc Vanrel, le plongeur qui a retrouvé l'épave. Et mon équipage et moi. Voilà. Voilà, messieurs, dames. On n'a pas trouvé d'os. Non. Par contre, les morceaux d'avion qu'on a remontés ont été expertisés par le bureau des crashs, là. Et ils ont estimé que l'avion a tapé la surface de l'eau à peu près à 800 km. C'est comme si tapait du béton. C'est parti à 50 000 morceaux, puis ça fait 60 ans. Hein. On n'a rien trouvé. Hein. Que dalle. S'il y avait quelques morceaux, c'est les langoustes qui les ont mangés. Les seules choses, éventuellement, ça serait les dents qu'on puisse retrouver, ça serait les seules. Mais la mer, c'est grave pour trouver les dents. Mais vous avez pu nous en remettre, pourquoi pas ? Ah bah oui, tout est possible. Hein. En probabilité, le mathématicien... Ah ouais, il y a un mathématicien qui m'a téléphoné un jour. C'était une grande ponte des mathématiques. Il m'a dit, j'ai fait la probabilité de retrouver cette gourmette. C'était comme de gagner 5 fois au loto, de suite. J'aurais gagné une fois, j'étais content. Voilà, mais bon, ça m'a quand même permis de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés. Hein. C'est Patrick Poivre d'Arvor qui m'a préfacé le livre. Et parce que Patrick Poivre d'Arvor était un fou de Syntex, parce que quand il était petit, sa grand-mère, Patrick Poivre d'Arvor, était amie intime avec Consuelo. Donc il allait passer des vacances chez Consuelo avec son frère et sa grand-mère. Et quand j'ai fait sortir ce livre, je lui ai demandé, j'ai dit à mon éditeur, j'aimerais que Poivre d'Arvor me le préface. Mon éditeur m'a dit, vous êtes fou, il m'a dit, Poivre d'Arvor, ça va nous coûter la peau des fesses. Il m'a dit, j'y demande, on verra bien. J'ai écrit une gentille lettre. J'ai fait passer par Jean-Pierre Foucault, que je connais bien, il a donné de la main à la main. La semaine d'après, j'avais la réponse, il a accepté, ça peut coûter du sou. Voilà.
Ça m'a coûté une bouillabaisse à son mieux de manger la bouillabaisse. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Donc, l'avion est visible aussi au Bourget. L'avion, les restes de l'avion. Il y a une turbo, il y a un longeron, il y a quelques morceaux, quoi. Mais l'avion, il s'est disloqué. Parce que le pilote qui l'a abattu, on l'a retrouvé parce que suite au moteur allemand qu'on a trouvé, on a su que c'était un prince allemand qui pilotait cet avion. Et il a été abattu, il avait 20 ans lors de sa première sortie. Et ce prince allemand, c'était une très grande famille allemande, c'était le prince Steinfurt von Bentheim. Quand le frère du prince a su qu'on avait trouvé l'endroit où son frère s'était craché 60 ans avant, il a voulu faire des recherches en Allemagne pour retrouver les vieux pilotes survivants qui étaient à Marseille à cette époque-là. Et en recherchant ces vieux pilotes, il en a retrouvé 6 qui étaient survivants, dans toute l'Allemagne. Il a mis un historien à rechercher, etc. Et l'historien va voir le premier pilote en disant: est-ce que vous vous souvenez du jour où le prince a été abattu? Alors le premier pilote il dit: ouais, je me rappelle, c'est passé comme ça, comme ça et comme ça. Ce pilote a été abattu 3 mois avant Saint-Ex, l'Allemagne, 3 mois avant. Et le monsieur dit: mais vous vous rappelez de Saint-Ex 3 mois après? Ah, Saint-Ex, je ne me rappelle pas bien, il a un trou de mémoire. Oh, le gars, il dit: ma foi, il est vieux, ça peut arriver. Il va voir le deuxième, pareil. Il se rappelait bien du prince, que dit de Saint-Ex, je ne me rappelle pas bien. Mais allez voir le troisième, il s'appelle Horst Rippert. Ce fameux Horst Rippert, c'était le demi-frère d'Ivan Rebroff, le chanteur. Son demi-frère. Quand il est allé voir le troisième, donc Horst Rippert, il dit: ne me posez pas la question, c'est moi qui ai abattu Saint-Exupéry. Ce monsieur ne savait pas qu'il avait abattu Saint-Exupéry parce que le jour où Saint-Ex a été abattu, il y a eu 8 avions du même type que le sien abattus le long de la côte provençale. 8. Sur les 8, qui c'est qui a abattu Saint-Ex? Je ne savais pas. Mais quand on a retrouvé l'avion à Rio, Rippert a dit: mais putain, c'est moi qui l'ai abattu alors. Donc il a su ça dans les années 2003. Et Rippert, il avait ça sur l'estomac, il disait: je le dis, je le dis pas, je le dis, je le dis pas. Et le coup que le journaliste, le gars est allé le voir là-bas, il a avoué. Et je l'ai vu à la télévision allemande, ce monsieur, ce Rippert. Il pleurait, il avait les larmes qui coulaient. Il a dit: si j'avais su que c'était Saint-Exupéry, je n'aurais pas tiré. Parce que pour les jeunes pilotes allemands de l'époque, Saint-Exupéry, c'était comme Mermoz, c'était un exemple. Parce que les premiers livres de Saint-Exupéry, c'était les premiers livres traduits en allemand. Donc tous ces jeunes pilotes, ils étaient inspirés de ça. C'est pour ça qu'il a dit: c'est su que mais c'était pas écrit sur le Carling. Hein. Voilà. Et alors, cet Allemagne, ce prince allemand, c'était une histoire de folie. Quand on cherchait Saint-Ex, quand on a trouvé l'avion, bon, il y a un docteur, dans les années 52-53, il recherchait la fontaine des Grecs sur Rio, sur l'île de Rio. Et en faisant ses fouilles sur l'île, il a trouvé des ossements. Des ossements cachés par-dessus, ils avaient mis des pierres par-dessus le squelette. Hein. Le squelette, il manquait une jambe. Et au début, ils ont dit: ce squelette qui est très vieux, ça doit dater de savoir de où. Alors ce docteur, il a récupéré le crâne du squelette. Hein. Et les premières vertèbres, il les a amenées chez lui. Et comme sa fille elle faisait des cours, je sais pas, sur l'anatomie, etc., il a offert le crâne et ses ossements à sa fille. Hein. Voilà. Sa fille, elle s'est mariée avec un Américain, elle est partie à Miami. Et quand l'histoire de Saint-Exupéry est sortie, ça a fait le tour du monde, cette histoire. Elle s'est dit: putain, va savoir si c'est pas les os de Saint-Exupéry que j'ai à la maison dans un carton. Et ouais, mais elle est venue me voir, cette fille, hein, parce qu'elle avait une villa à côté de La Ciotat, là-bas. Et elle faisait Miami et La Ciotat. Et un jour, elle est venue me voir à son mieux. Elle me dit: monsieur Bianco, mais vous ne savez pas si j'ai passé le calvaire, elle m'a dit. Je pensais que j'avais la tête à Saint-Exupéry sur mon armoire dans un carton. Et en fait, c'était les ossements du prince allemand. Quand le prince a su ça, il a voulu qu'on rapatrie les os en Allemagne pour pouvoir l'enterrer. Et c'est ce qui a été fait. Les os sont partis de Miami, ils sont retournés en Allemagne, et ils sont enterrés en Allemagne maintenant. Vous voyez un peu l'histoire où ce que ça a remué. Voilà. C'est incroyable, vous avez été à l'origine du versement. Voilà, et ça m'a fait esprit.
Ce qui me fait dire que dans la vie, tant qu'on n'est pas mort, tout peut arriver. Tout. Bon, il y en a qui aiment de l'œil, je vous le dédicace. J'aimerais bien avoir un livre Ouais. pour mon grand-père qui s'appelle Benoît. Pour Benoît. Et toi, tu t'appelles comment? Alice. Alice. Oui. C'est toi qui lui offres? Ah. Voilà ma chérie. Merci beaucoup. Alors, à quel nom vous le voulez? Sylvie. Pour Sylvie. Ok. Voilà Sylvie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous en voulez? Allez. Voilà Jeanne. C'est moi qui vous remercie. Ben, merci. À quel nom vous le voulez? C'est pour mon fils aîné. Ah, Il s'appelle Olivier. Olivier. Olivier Fouquet. F-O-U-Q-E-T. Olivier Fouquet, ça me dit quelque chose. Ça. C'est le petit-fils aîné du docteur Henri Fouquet. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ah, ouais. Le cabanon est toujours comme ça. Le cabanon. Voilà, chère dame. Bravo pour cette aventure. Hein. Ben, merci Et pour beaucoup. avoir tenu bon, surtout. Votre prénom, c'est comment? Jean-Pierre. Paul Jean-Pierre. Jean-Pierre Antoine. Jean-Pierre Antoine, vous aussi. Paul Jean-Claude Antoine. Voilà, Jean-Pierre Antoine. C'est le prénom de mon parrain, c'est pour ça. Eh bien, moi, c'est le prénom de mon grand-père, Antoine. Voilà, Jean-Pierre. Oui, merci. C'est Alors, moi. le problème, c'est que la mère avait rendu son corps et que quelqu'un l'a enterré ou c'est traîné, il était à sortir de l'avion. À l'époque, quand ça s'est passé, il y avait une famille de pêcheurs installée sur l'île. C'était pendant la guerre. Et il serait tombé donc à côté de l'île. Et il a sauté en parachute. Ah, d'accord, oui. Et il flottait, il était mort, il était sur l'eau en parachute. Ils ont récupéré le parachute pour me faire des chemises, parce qu'ils en faisaient des chemises et c'était un soir. Oui, c'est le tissu, c'était... Et le corps, ils l'ont pris, ils l'ont tiré à terre, et ils l'ont enseveli sous les cailloux. Oui, ils n'en ont parlé à personne. Voilà, c'est là.